va pouvoir commencer. Hop. Alors, bonjour à tous encore une fois, ceux qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, on va vous présenter donc l'expérience de Fleezy, une société qui fabrique des drones avec la présence donc de Misha. Donc c'est un webinaire AVA 3D Markforged, donc avec la X7 que vous voyez dans mon dos, avec la société Fleezy. Donc dans un premier temps, on va présenter donc découvrir la société Fleezy et l'ensemble donc de leurs projets. On va voir également en seconde partie comment est-ce qu'ils ont intégré la marque X7. On verra également les cas d'application et les retours d'expérience qu'ils ont pu faire sur tout ce qui va tourner autour de la sollicitation et notamment Blacksmith, le plateau de métrologie qu'on verra un peu plus tard. Ça me permet de réaborder l'onglet questions-réponses. En bas, vous avez un petit onglet Q&A. N'hésitez pas à poser les questions tout le long du webinaire. Micha et moi-même, on pourra y répondre à la suite du webinaire. Donc, si pendant le webinaire, vous avez une question, sentez-vous libre de poser la question. On y répondra avec plaisir. Donc, pour les intervenants, je vais laisser Micha se présenter. Elle m'a dit. Mais bonjour, merci Bastien. Donc, Michel Masson, moi je suis ingénieur à la base supérieur et polytechnicien en Belgique. Et donc j'ai rejoint Fleezy il y a quelques années maintenant, en tant qu'ingénieur recherche et développement, à la fois pour la structure et l'aérodynamique, et également pour tout ce qui est le prototypage. Et comme une seule casquette suffisait pas, je suis également pilote d'essai pour Fleezy sur les drones. Merci Micha. Donc moi je vais me représenter. Donc je suis Debo Bastien, je suis ingénieur application sur la société Ava 3D. Je suis sur les différentes business units que compose Ava 3D. Je suis sur la partie qualification technique, matériaux, machines et accompagnement, notamment sur la société Neofab et plus particulièrement aujourd'hui l'accompagnement avec Fleezy sur leur X7 notamment. Alors pour faire un bref récapitulatif pardon, de la société Ava 3D, donc on est présent depuis 2013. Voilà, on est fier d'avoir plus de 25 000 clients. On est présent sur 4 business units, donc, que je vais détailler maintenant. Donc, la société Ava 3D possède la première entité, donc MakerShop, qui est la société pionnière, qui s'occupe donc un site de e-commerce qui s'occupe de distribuer des machines, des matériaux, des consommables et des accessoires. La société Neofab, c'est la société, donc la business unit plus industrielle, donc l'accompagnement technique, la qualification donc des projets, jusqu'à la mise en service et l'installation donc nécessaire à nos clients industriels. Sotec, donc c'est une entité de distribution qui anime un réseau de revendeurs pardon, sur les marques qu'on distribue. Et Ava 3D Academy, c'est la dernière entité née, que je vais parler un petit peu plus tard. C'est une entité d'accompagnement, de qualification, de formation certifiée Calliope, pardon, qui permet donc d'accompagner les projets, tout ce qui va être formation, maintenance machine, formation opérateur, side scan, etc. Je vais laisser la parole à Micha pour présenter donc l'entreprise et donc leur projet. Oui, merci. Donc, Fleezy, c'est un projet qui date de 2016. Alors en sachant que Fleezy elle-même ne date que de 2019. Mais donc le projet, ça date de 2016 et c'est un des deux fondateurs qui est venu avec une idée qui était assez simple. C'était une constatation que actuellement le transport, quel qu'il soit, a tendance à se faire via des réseaux qui sont surchargés. C'était de proposer une solution alternative. Alors une solution alternative, oui, mais avec certaines conditions. Le but était de maintenir au moins le même niveau de sécurité que les solutions existantes, d'aller vite et loin avec des charges significatives, donc pas transporter juste un colis, c'était de transporter du fret en grand nombre ou plusieurs personnes. Et ensuite de maintenir tout ça dans un prix abordable, un prix de transport, un coût de transport unitaire qui soit abordable. Les solutions qu'on connaît pour faire du transport point à point de charges quand même conséquentes, tout en évitant les réseaux, c'est typiquement les hélicoptères. Ça se fait en particulier dans certaines zones un peu accidentées, etc., où il y a du transport de poste qui se fait par hélicoptère. Un hélicoptère, ça coûte extrêmement cher à l'usage. Le but, c'est de réduire ce coût d'usage. Alors tout ça, en comparaison avec les solutions à la fois existantes, donc on a parlé des hélicoptères, il y a les avions également. Évidemment, il y aurait le train et la voiture, mais aussi avec les solutions émergentes. Donc, dans les autres solutions qui ressemblent un peu à ce qu'on pourrait faire, on va avoir Yang, on va avoir Lilium, on va avoir Vahana, qui sont toutes des solutions qui généralement se basent sur le transport aérien, mais avec leurs propres limites. Donc,
On a commencé à travailler sur le projet et pour prouver que notre concept marchait, on a d'abord fait une solution de reconnaissance, donc ici reconnaissance au terme militaire des choses, qu'on a développé avec sur cahier des charges des forces spéciales. Donc c'est l'aéronef que vous voyez ici à gauche, qui est un aéronef, celui-là c'est un prototype, qui est à la fois autonome et pilotable. Donc il est capable de voler sans aucune intervention du pilote, mais à tout moment le pilote peut reprendre la main s'il en a besoin. Le concept Flizy de manière générale, que ce soit sur cet aéronef et sur tous les autres, c'est une simplicité mécanique. Il n'y a pas de moteur qui tourne, il n'y a pas d'aile qui tourne, il n'y a pas de pivot autre. C'est un aéronef qui est très simple mécaniquement. Alors pour que vous compreniez un petit peu, j'ai une petite maquette. Donc ça, c'est notre aéronef tel que vous voyez. Donc il a deux ailes, une aile basse et une aile haute, et un fuselage central. On peut voir sur ce que vous avez sur la gauche sur votre écran que c'est la même architecture, sauf que celui-ci a un petit fuselage plutôt que d'être nu. Et en fait, on va atterrir et se poser sur la queue. Et pendant le vol, on va entièrement pivoter l'aéronef. Il n'y a pas de moteur ou quoi qui tourne. C'est tout l'aéronef qui va pivoter simplement en poussant plus fort avec les moteurs de l'aile haute que ceux de l'aile basse. Et en croisière, on va pouvoir voler comme un avion sur les ailes, comme un avion biplan, un peu comme on avait à la grande époque du début de l'aviation, sauf que nous, on l'a fait la version moderne. Donc, pas de complexité mécanique, toute la complexité dans le logiciel, et on y reviendra peut-être un peu plus tard. Pour le cahier des charges, donc notre aéronef devrait être agile, capable de voler en stationnaire, en mode avion, de passer de l'un à l'autre de manière efficace et rapide, endurant, donc jusqu'à 9 heures d'autonomie, 650 km d'autonomie également, donc c'est kilomètres de survol, c'est pas une portée aller simple, c'est un aller-retour en général, et jusqu'à 125 km en croisière. Il y a ma caméra qui a décidé de s'enfuir. Il doit être robuste, donc comme on a dit, il doit être agile, ça veut dire qu'il doit faire des manœuvres assez rapides, ce qui veut aussi dire qu'il doit être capable de faire sa manœuvre sans casser, et ensuite fiable, voler un certain temps, on est sur de la qualité militaire. Après ça, on est passé sur d'autres projets. Si tu peux avancer, merci. Donc, les prototypes actuels en fonctionnement sont Arthur, donc qui est un petit aéronef d'environ 1 mètre, 1 mètre 50 d'envergure, 4 kg pour le plus petit, et il y a une autre version actuellement à 8 kg, qui est en échelle 1/5, TRL6, donc c'est-à-dire que globalement, celui-là, on est quasiment prêt à le commercialiser. Et il nous a servi également à développer une électronique plus fiable et certifiable, donc à la fois d'un point de vue du logiciel et de l'électronique elle-même. Et ensuite, Apôtre, qui est donc l'évolution de la version reconnaissance. Donc, on l'appelle échelle 1,5, 3 mètres d'envergure, 45 kg. Alors, 1,5, c'est par rapport à sa taille, pas par rapport à son poids. Et on y reviendra un peu plus tard. Celui-là est un peu plus loin de la commercialisation, mais il est fait pour respecter les nouvelles règles de la Light US, qui est donc une réglementation qui est développée par l'EASA en ce moment. Les solutions de demain, donc vous pouvez le voir en bas à droite, le but c'est de transporter des gens. Alors là, on voit 4 personnes à bord. C'est un aéronef qui sera beaucoup plus grand, 10 mètres d'envergure environ. Alors c'est l'empreinte au sol, donc c'est le cercle qui englobe l'aéronef entièrement sans qu'aucune partie n'en dépasse. L'envergure de l'aéronef est de 8 mètres environ, avec un atterrissage et un décollage vertical toujours, une distance max de survol d'environ 1500 km, ce qui fait à peu près 12 heures d'autonomie dans un mode de vol un peu plus lent, vitesse de croisière max à 300 km/h et 600 kg d'emport, ce qui permet de le décliner en 2 versions. Une version qu'on a appelée Prophète, qui est notre version échelle 1, mais qui va servir à la fois à la démonstration et au vol de fret. Donc, il n'y aura personne à bord et il sera piloté à distance par un opérateur au sol. Et il servira donc à valider tout notre travail précédent. Et enfin, la version qu'on appelait Pope, parce qu'on cherchait des idées de nom, on était un peu arrivé à bout du thème. Et donc, on évolue vers un prophète habité, en fait, qui respectera les certifications pour un aéronef habité dans ce cas-là, et en particulier la condition spéciale SCV TOL 01, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui est la nouvelle réglementation de l'EASA, qui est toujours en cours de rédaction, et donc on va avancer là-dessus, ça c'est pour les prochaines années. Et je te relaisse la main pour continuer. Merci Micha. Donc moi je vais parler un petit peu de l'intégration de l'impression 3D donc, chez Flizy et notamment le choix de la Markforged X7. Donc pour rappel, la Markforged X7 fait partie de la gamme de dépôt de fibres continues Markforged. Donc on a un matériau qu'on appelle matériau matrice, donc l'Onyx qui est une base nylon, l'Onyx FR donc qui est un matériau flame retardant qui répond à la norme UL 94 V0, donc pour les normes feu fumée,
et l'Onyx FRA qui a la certification aéro, ainsi que l'Onyx ESD qui est un matériau pour les décharges diélectriques. Ce qu'il faut comprendre sur la X7, c'est qu'elle a une particularité donc avec la deuxième bobine. Donc c'est le matériau de renfort. Donc on a 4 fibres continues. Donc on a la fibre de verre, la fibre de verre HSHT, la fibre de carbone et la fibre de Kevlar. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 4 fibres en fait vont au cours de l'impression et au choix de l'opérateur déposer une fibre continue, donc de forme concentrique ou isotropique, ou les deux, pour venir renforcer au besoin la pièce, pour lui donner une souplesse sans fibre, ou alors une rigidité ou une résistance à la flexion ou à l'absorption de choc, notamment avec le Kevlar. Son volume d'impression, donc on est à 330, 270, 200, et sa particularité, c'est d'avoir un plateau froid. Donc pas de montée en température lors de l'impression. La hauteur de couche la plus basse qu'on va pouvoir faire, donc c'est 50 microns jusqu'à 250 microns. J'ai plusieurs pièces autour de moi. Si vous avez des questions ou des pièces à voir, on pourra vous les montrer à la suite du webinaire. Je partagerai mon écran. Les fonctionnalités, donc on a l'onglet simulation, donc les tests d'effort virtuel que je vais vous présenter un petit peu après, une nouveauté qui est sortie donc à Formnext 2022. On a la métrologie, donc les rapports dimensionnels, savoir et pouvoir sortir une pièce avec un rapport dimensionnel par rapport au STL importé, pardon, et la pièce imprimée. Donc ça, je vous le présenterai après et on aura une mise en lumière de Fleasy sur comment est-ce qu'ils utilisent justement la fonction Blacksmith dans leurs usages. On a bien évidemment le pilotage à distance et comme je viens de l'expliquer, le dépôt de fibres continue qui est une particularité à Markforged parce que ce sont les seuls, étant donné que c'est breveté par Markforged. Alors, le petit focus un peu sur Ava 3D Academy, la formation donc avec Misha, c'était la compréhension des matrices et des fibres continues, comme je viens de vous l'expliquer, donc savoir comment le mettre en place. Donc là, bon, bah, le cas est presque parfait. Le drone, c'est l'ennemi du drone, donc c'est le poids. Donc le composite, c'est un matériau qui est léger, donc maîtrise de l'impression 3D, comprendre comment elle fonctionne, comment est-ce qu'il va pouvoir donc renforcer suivant ses calculs et la fibre continue. Et bien évidemment, la formation donc sur Eger et Blacksmith, donc qui est la fonction de métrologie propre à Eger qui se pilote sur le logiciel Eger qui est également dédié à la machine. Donc, petit focus sur Blacksmith. Donc, Blacksmith, c'est en 4 étapes. La première étape, c'est l'insertion d'un plateau, c'est-à-dire que toutes les X7 qui sont livrées, donc qui éventuellement vous seront livrées, sont capables d'avoir la fonctionnalité Blacksmith. L'option à avoir, c'est le plateau qu'on voit en étape 1. Donc, c'est un plateau en option qu'il faut prendre pour avoir la métrologie. Donc, c'est-à-dire que le laser qui est présent sur toutes les têtes sera calibré via ce plateau. Ensuite, en étape 2, on a un scan pendant l'impression. Donc, on va pouvoir scanner l'intégralité de la pièce ou alors plus précisément certaines surfaces ou certains trous ou certains remplissages tout le long de l'impression pour se garantir, donc Micha nous l'expliquera, se garantir que certaines surfaces critiques de la pièce sont bien respectées suivant les tolérances que l'opérateur aura demandées. Donc en étape 3, sur le slicer, on aura la comparaison donc via un nuage de points des pièces, de la pièce imprimée et de la pièce donc demandée. Et donc éditer un rapport en étape 4, le rapport dimensionnel qu'on va voir affiché, qui va sortir toutes les données de tolérance dimensionnelle qu'on a choisies, que ce soit la X7 de Fleasy à telle heure, avec telle bobine, avec à tel moment de la journée. Voilà comment la pièce est sortie et pouvoir faire un nuage de points. Donc Micha nous l'expliquera, tous ces calculs de retour sur comment il se sert de cette métrologie-là. Je vous laisse une petite vidéo de l'onglet simulation. Donc l'onglet simulation, c'est la nouvelle fonctionnalité en ce moment disponible sur le slicer de Markforged. Donc c'était le dernier maillon pour pouvoir comprendre comment déposer de la fibre et pouvoir la déposer intelligemment en termes de coût, de temps et de résistance. Donc on va pouvoir émettre dans le slicer une sollicitation qu'on a prédéfinie via notre logiciel de modélisation annexe. Pouvoir dire voilà, la pièce prend 40 kg, j'ai besoin d'un coefficient de sécurité de 2, quels sont mon renfort optimal, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes de prix, que ce soit en termes de résistance,
l'optimiser ou alors qu'en UX pur. Donc elle va nous sortir plusieurs données suivant ce qu'on lui a demandé, qui vont permettre donc, suivant les 3 points qui sont à gauche, donc valider virtuellement, réduire les coûts parce qu'on va pouvoir mettre la fibre au besoin et non pas, faire ça un petit peu, à la volée et mettre trop de fibres, donc qui permettrait d'avoir la pièce un peu trop chère et donc minimiser les itérations puisque, le slicer permettrait donc, permet maintenant pardon, d'optimiser directement, la résistance de la pièce. Donc c'est disponible uniquement sur, l'Onyx et la fibre de carbone. Je vais laisser Micha parler des chiffres clés. Donc pour rappel, on a installé la machine, en août, de l'année 2021, 2021 en c'est effet. ça. Donc, Donc, ouais, nous, on est un utilisateur par vague surtout, mais on est quand même un assez gros utilisateur. Donc, c'est pas notre seule machine, on a d'autres machines, d'autres marques. Mais juste sur la X7, en sachant qu'on en a une seule. Donc, on a imprimé depuis août de l'année passée 924 pièces sur 289 lancements d'impression. Donc, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de plateaux où on a plusieurs pièces. Typiquement, quand on fait des petites maquettes comme celle-ci, j'imprime toute la maquette en un seul plateau, ce qui explique le ratio quasiment de 3, en moyenne 3 pièces par plateau. On a imprimé, alors en 2021, on a reçu la machine en août et on a fait 6745 cm3 de matériaux, ce qui correspond globalement à ces 9 kilos à peu près de matériaux imprimés. Donc ça fait quand même une certaine quantité. Et puis on peut voir qu'en 2022, où on a eu la machine quasiment pendant un an, alors le chiffre a dû être rafraîchi en novembre, mais on a fait 16 000 cm3. Donc ça, c'est pour la matrice, c'est le matériau principal. Ça fait beaucoup de matériaux. On imprime également avec un peu de fibre continue, en sachant que les quantités sont bien moindres. Mais globalement, on imprime une vingtaine de kilos par an, un peu plus. On a également des plateaux Blacksmith. Donc les plateaux Blacksmith sont les plateaux qui sont scannés. Donc ici, par plateau Blacksmith, on entend ensemble de pièces imprimées ensemble. 14 plateaux Blacksmith avec une cinquantaine de rapports. Donc chaque plateau a été imprimé en moyenne 3 fois, ce qui fait une certaine quantité de rapports à analyser et qui nous sont utiles pour justifier justement nos impressions. Alors, pourquoi l'impression chez nous? La première raison, c'est simplement qu'on fait beaucoup de prototypes et donc on doit pouvoir très rapidement changer quelque chose sur le prototype. Typiquement, quand on fait une génération de drone, eh ben, on prévoit tout, on monte notre drone et puis on fait un vol d'essai. Et il faudrait que l'aile soit inclinée de 1 degré de plus. Bon, je réimprime juste les pièces de fixation de l'aile avec 1 degré d'inclinaison de plus. Ça permet de faire des itérations rapides. Ça permet de faire des pièces complexes qui coûteraient cher à fabriquer en CNC, typiquement des pièces creuses qui sont soit à faire en plusieurs parties et à assembler par après, soit à réaliser avec des machines qui ont des têtes 6 axes pour venir creuser la pièce. C'est ou coûteux ou long à assembler. Et quand c'est long à assembler, c'est également coûteux parce que ça veut dire qu'il faut un opérateur pour le faire. Et ensuite, ça permet une certaine flexibilité dans les matériaux, dans les choix des matériaux, dans les renforts. En particulier avec la fibre continue, ça nous permet d'avoir une pièce où en variant la façon dont on fait le renfort et la façon dont on imprime, on peut jouer sur les résistances, et on va y revenir un tout petit peu après. Mais avec une même pièce, juste en changeant la technique d'impression, on peut la rendre beaucoup plus résistante. C'est toujours à moi, je pense. Donc, en nos cas effet. d'application. Donc, tout à fait à gauche, vous voyez la première génération de prototypes qu'on avait très justement nommé Martyr, qui était une génération de prototypes très artisanale. C'est-à-dire que c'était du tube aluminium et des pièces de mécano que je venais assembler et plier à nos besoins, le tout monté sur des ailes en mousse du commerce. L'avantage de cette génération, c'est qu'elle nous a permis de valider les concepts vraiment très tôt. Le désavantage de cette génération, c'est que pour faire 2 drones identiques, c'était très compliqué. Donc là, on se situe dans les années 2017 à 2018 à peu près. En 2019, on a acheté notre première imprimante 3D qui était une Ultimaker S5 et on a fait notre premier drone où la plupart des pièces sont imprimées en 3D. Donc vous pouvez voir Arthur, notre deuxième génération, où toutes les pièces en noir globalement sont imprimées en 3D. À l'époque, on imprimait en PLA. On est très vite passé sur du nylon du fait de ses capacités de résistance au choc un peu plus importantes que le PLA, tout en restant relativement imprimable.
L'avantage d'Arthur par rapport à Martyr, c'est qu'Arthur, j'en imprime un par jour avec mon parc d'imprimantes et j'en assemble un en une demi-journée. Donc globalement, je peux produire 5 Arthur par semaine. Ça veut dire que j'ai le droit d'en cracher beaucoup. Alors Martyr, on en a craché un certain nombre, d'où son nom. Arthur, un peu moins quand même, mais l'avantage, c'était de pouvoir itérer et de pouvoir aller jouer sur les paramètres très rapidement. Ensuite, on utilise beaucoup l'impression pour faire du test fit. Donc, vous pouvez voir en troisième image, c'est un test pour voir si une structure imprimée en 3D, cette fois-ci en nylon renforcé carbone, s'intègre bien avec des tubes en carbone qui vont nous servir de longerons pour les ailes. Et donc, je peux imprimer ça. C'est un ensemble de pièces qui ont été imprimées en 2-3 jours. On est sur un corps qui fait à peu près 50 cm de haut, donc on est sur déjà quelque chose d'un peu cohérent. Et ça nous permet de tester des configurations, de vérifier que tout va bien. Alors là-dedans, moi, je viens après insérer mes batteries, etc., et vérifier que tout marche bien. Ensuite, on a rajouté les coques extérieures, donc on voit le même test fit, mais où j'ai rajouté les ailes, où j'ai rajouté les batteries, où j'ai rajouté des coques. Les coques, c'est généralement la partie qu'on va avoir le besoin de faire le plus léger possible, vu que c'est juste une forme aéro. Et le but, c'est que ce soit très léger, tout en englobant tout le drone. Et je les imprime une première fois en 3D. Je vérifie que tout s'emboîte. Et derrière, on va pouvoir faire ce qu'on voit en deuxième image de cette slide-ci, donc qui est Bubule. Bubule, qui est notre toute dernière génération, donc qui n'était pas sur le premier slide parce qu'on vient de la développer. Et elle ne vole pas encore techniquement. Et en fait, on peut voir qu'il y a une espèce de coque qui apparaît en blanc. En fait, cette coque, c'est une coque en fibre de verre. Mais pour fabriquer cette coque, j'ai imprimé des moules que je vous montrerai tout à l'heure en grand, mais ce sont des moules qui sont imprimés en 3D et sur lesquels on vient mouler notre coque en fibre de verre. Donc même l'impression 3D peut servir à fabriquer des moules pour d'autres pièces faites dans d'autres technologies. Et donc sur Bubule, en fait, on va avoir les coques qui sont faites en fibre de verre sur des moules imprimés 3D, la structure interne qui est faite en nylon renforcé carbone, et puis quelques éléments de structure supplémentaires qui sont en tube de carbone parce qu'on avait besoin de plus de tenue. Et enfin, le dernier gros usage qu'on a, c'est pour du prototypage rapide. Donc, je vous ai mis un exemple de support moteur. Vous pouvez voir qu'il y a des plaquettes qui sont cylindriques au bout des fixations moteurs, donc à gauche sur les deux pièces du haut et à droite sur les deux pièces du bas. Ces plaquettes sont inclinées en fait, pour pouvoir augmenter l'autorité de certains moteurs sur certains axes. Eh bien, le prototypage en impression 3D me permet d'itérer très rapidement. Là, sur la même plaque, vous avez deux moteurs qui sont inclinés à 5 degrés et deux qui sont inclinés à 10 degrés. Et donc, je peux très rapidement passer de la simulation au vol en imprimant des séries de ces pièces avec un paramètre qui varie à chaque fois et tester toutes les configurations possibles ultra rapidement sans devoir simuler avec des logiciels aéro dont la fiabilité n'est pas toujours au rendez-vous. Alors, je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure de changer des paramètres pour changer les capacités d'une pièce. Et c'est exactement de ça qu'on va parler maintenant. Donc, si vous regardez les trois images de pièces, en haut à gauche, vous avez une pièce qui est imprimée en GF30 PA6. Donc, le GF30 PA6, c'est un matériau nylon 6.6, avec un renforcement en fibre de verre courte. Donc, cette pièce-là est imprimée sur une Ultimaker. Ensuite, au centre, vous allez avoir la même pièce imprimée en Onyx. Donc, c'est le matériau nylon fibre de carbone court de chez Markforged. Et à droite, la même pièce, toujours imprimée en Onyx, mais cette fois avec deux couches de carbone. Donc, 5 plis d'un côté de la pièce et 5 plis de l'autre côté pour lui donner de la rigidité. Si on prend la pièce en GF30 PA6, donc tout en haut à gauche, avec un remplissage de 45%, on arrive à 141 grammes pour cette pièce, qui est une pièce de fixation en fait, entre les ailes et le fuselage de apôtre, donc le drone militaire. Cette pièce va casser avec un poids appliqué sur le bord de la pièce de 155 kg, soit un moment de 7,7 kg/mètre. Juste en imprimant en Onyx de chez Marforge, déjà on va gagner en poids avec le même remplissage, on passe à 121 grammes, donc on a gagné 20 grammes, donc à peu près 15%. Et on va aussi gagner quasiment 80 kg de force appliquée parce qu'on passe à 231 kg, donc 11 kg/mètre. Donc ça, c'était juste le changement de matériau. En fait, on voit que la fibre de carbone a l'avantage par rapport à la fibre de verre, et c'est ce qu'on attendrait de base, c'est d'être plus résistant. On a aussi sans doute des paramètres d'impression. Alors évidemment, comme ce n'est pas la même imprimante, on ne peut pas imprimer exactement de la même manière. Donc sans doute que le slicer de chez Eiger est un peu plus efficace que le slicer que j'utilisais sur l'Ultimaker.
mais globalement, c'est surtout du matériau. Et ensuite, en allant optimiser et en mettant du carbone aux bons endroits, alors le carbone, on en met le moins possible parce que ça coûte extrêmement cher, mais ça a l'avantage de renforcer ponctuellement la pièce aux endroits où on a besoin. En fait, on a fait des études de où est-ce que ça casse, et on est venu renforcer avec seulement 10 plis de carbone, donc 10 couches de carbone. Et on a pu diminuer le remplissage de la partie plastique, donc de la matrice de l'Onyx, à 27%. Donc, ce qui nous permet de gagner du poids. Donc, on passe à 110 grammes, donc encore 10 grammes de gagné. On rappelle que sur un drone, chaque gramme gagné, c'est autant d'énergie en moins à gaspiller pour voler. Et surtout, on a encore gagné en force appliquée. On passe à 255 kg ou 12,7 kg/mètre. Donc, on peut voir qu'entre la pièce qui a été raffinée avec du renfort aux bons endroits, etc., on va quasiment doubler notre tenue tout en diminuant notre poids de quelque chose comme 20% par rapport à l'origine. Et on peut aussi voir, si on regarde en détail les pièces en haut, qu'autour des trous de fixation, là où il y aura les vis qui vont venir accrocher dans l'aile la pièce en onyx, on va voir que le trou commence à être déformé. Et donc, en fait, en venant renforcer la tenue autour de l'axe de fixation, on a atteint la limite d'autres parties de la pièce. Et donc là, c'est que nous, on a décidé de s'arrêter. Mais il y aurait éventuellement encore des optimisations possibles. Mais sur cette pièce-là, on est déjà tellement au-dessus de notre besoin que c'est là qu'on a décidé de s'arrêter. Alors, une autre fonctionnalité qui est utile, donc là, on a parlé du dépôt de fibres. Maintenant, on va parler de Blacksmith. Donc, Blacksmith, comme l'a dit Bastien, c'est d'abord un plateau qui est fourni pour calibrer. Et ensuite, c'est un système de rapport. Donc, il y a déjà des rapports qu'on peut voir sur la droite, qui sont les rapports qui nous ont permis tout à l'heure de vous dire combien de matériaux on avait utilisé, combien de pièces on avait imprimées. Ça, c'est de base. Sur Iger, en fait, il y a un suivi des impressions, qui a imprimé quoi, qui a imprimé quand, et qui a imprimé avec quels matériaux. Il y a également déjà intégré dans Iger un suivi de maintenance, qui est assez pratique. Ça permet de savoir, j'ai imprimé X centimètres cubes depuis mon dernier changement de tête d'impression. Ce n'est pas du temps, c'est vraiment de la quantité de matériaux imprimés. Ça donne une bonne idée de l'usure. Iger va rajouter un suivi donc où chaque pièce imprimée avec Blacksmith va nous rajouter un rapport d'impression qui va nous donner sur les points d'intérêt les déviations par rapport au schéma 3D. Donc, ces déviations sont données en micromètres ou en microns, soit autour d'un trou ou d'une feature intéressante où on va vouloir avoir les informations. Et donc là, on va pouvoir comparer, typiquement, j'ai un trou qui doit faire 3 mm de diamètre. Je vois que ma surface intérieure du trou est en moyenne décalée de moins 10 microns. Et ben, mon trou fera du coup 2,08 mm de diamètre. Bon, je vais peut-être devoir le repercer. Il y a aussi une statistique plus globale qui est donnée dans les rapports, qui est une statistique en moyenne de déviation et en déviation standard. Et c'est ça que j'ai représenté ici sur le schéma de gauche, parce que moi, il me sert pour mon suivi. Donc là, on a appris que 3 points. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut voir donc en très plein la moyenne de déviation, donc qui est de l'ordre de 55-56 microns dans ce cas-ci, pour les 3 impressions. Ensuite, on a la déviation standard. Donc, déviation standard, c'est 75% des points de toutes mes surfaces scannées sont dans cette déviation par rapport à ma moyenne. Donc ici, on est à, ça varie de moins 20, c'est ça, moins 20 à peu près, à moins 5 microns de déviation standard. Donc évidemment, plus la déviation standard est petite, plus je suis rapproché de ma moyenne. C'est-à-dire que ma déviation moyenne est représentative de toutes mes déviations. Et ensuite, j'ai la division des deux, donc le standard par la moyenne. Déjà, on peut voir que le 11 du 1, en fait, c'est la dernière impression faite sur une buse, et le 18 du 1, on est revenu sur une nouvelle buse. C'est quelque chose d'assez marrant parce qu'on peut voir que la moyenne, en fait, ne varie pas du tout et la déviation standard reste dans le même ordre. Donc, même en changeant de buse, ça me permet de valider que je vais toujours imprimer de la même manière. Pourquoi c'est important? Nous, on imprime des pièces qui vont voler sur des drones qui sont certifiés. Et donc, on doit justifier de la répétabilité de toutes nos pièces. Alors, pour la plupart des pièces machinées de manière standard, ce qu'on va faire, c'est qu'on demande un rapport de métrologie à notre usineur. Ça peut être extrêmement coûteux, ça rajoute du temps, etc. Là, l'avantage qu'on a avec Blacksmith et l'impression 3D, c'est que les deux sont réalisés simultanément. Alors, le scan rajoute évidemment du temps. Typiquement, sur un plateau de 1 jour d'impression, je vais rajouter 2 heures pour scanner mes pièces, parce que ça scanne après chaque couche, enfin pas après chaque couche, mais ça scanne régulièrement le long de l'impression.
Ensuite, là où c'est intéressant pour nous, c'est que ça nous permet de valider qu'on n'a pas une erreur. Par exemple, quand je change ma buse, si je voyais que ma déviation moyenne augmente très fortement, ça pourrait être que j'ai mal réglé ma hauteur de buse ou ma calibration du plateau, que mon plateau a bougé. Ça peut être plein de choses comme ça. Ensuite, là où la déviation standard sur la moyenne est intéressante, c'est que c'est un aparamétrique. En fait, c'est un paramètre qui ne dépend pas de l'imprimante ou de l'impression. C'est-à-dire que je peux comparer ma déviation standard sur moyenne entre des impressions de différents plateaux. Donc, si je compare ma moyenne sur une même pièce, le slicer pourrait décider que, par exemple, pour un trou, il va avoir tendance à toujours surextruder, donc que mon trou soit toujours un petit peu plus petit, sur la même pièce. Sur une autre pièce, ce n'est pas toujours le cas. Donc, si je divise mon standard par ma moyenne, je vais avoir quelque chose qui ne dépend pas du slice, mais qui dépend juste de l'impression en elle-même. Ce qui me permet de dire que mon imprimante, si d'un coup ma déviation standard sur ma moyenne explose sur une pièce, je sais que toutes les pièces qui sont faites après risquent d'avoir le même problème. Ça me permet aussi de valider donc, que l'état de mon imprimante est toujours bon et qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On pourrait y revenir plus tard si ce n'était pas très clair, hein, plus que c'est un peu complexe, n'hésitez pas à poser des questions à ce niveau-là. Alors, du coup, je te laisse reprendre la main, Bastien. Ça marche, merci Micha. Donc pour rappel, donc Ava 3D Academy, c'est notre dernière entité. C'est justement pour illustrer un petit peu ce que vient d'expliquer Micha, c'est l'accompagnement en fait de tous les sujets techniques, l'accompagnement pour les débutants de l'impression 3D, donc vraiment des néophytes de la fabrication additive, et jusqu'à des études techniques complètes comme il vient d'expliquer Micha. On accompagne les clients de bout en bout. Donc si vous vous situez dans ce spectre, tant mieux. On pourra vous accompagner. On a des formations donc, sur mesure. On a des formateurs certifiés par nos marques. Et bien évidemment, on est organisme certifié Calliope qui permet de délivrer des formations certifiées qui sont bien évidemment finançables par l'OPCO, les CPF et les AIF qui vous permettent de payer au moins votre formation et vous concentrer sur le jouet que vous venez d'acheter. Et c'est donc possibilité donc bien évidemment de faire des formations sur mesure. Alors, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, je vois déjà qu'il y a quand même pas mal de questions. Je vais arrêter de partager mon écran. Alors, si j'y arrive. Tac. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, j'ai plusieurs pièces autour de moi. On a des questions sur les matériaux. Alors en effet, oui, on a la possibilité donc il y a plusieurs matériaux, en effet. Donc on a parlé des matrices. Il y a maintenant le PLA et le TPU, qui sont des matériaux. Donc le TPU, matériau connu, c'est un matériau donc souple. Et le PLA, donc petit clin d'œil à notre équipe nationale, on a plusieurs couleurs. Donc on va avoir bien évidemment bleu, blanc, rouge. On a orange, vert, gris. Voilà, le PLA standard. Pourquoi le PLA chez Markforged? Le PLA, c'est un matériau qui est très facile au prototypage, donc pour les maquettes de Micha notamment, et en rapport qualité-coût. Donc c'est un matériau qui est quand même quasiment, même un petit peu plus de 4 fois moins cher que le matériau de base de chez l'Onyx de chez Markforged, donc un coût assez intéressant. Alors, on a une question. Alors oui, le plateau d'impression, donc on a 330 par 270 par 200, donc plateau froid. Donc le plateau est très légèrement réduit quand on dépose de la fibre continue, étant donné que la buse est un petit peu décalée. Alors, quel est le taux de fibre obtenu et comment vous le contrôlez? Alors, le taux de fibre continue, la quantité de fibre continue, j'imagine. Donc, la quantité de fibre continue, elle est possible d'être vérifiée via l'onglet de simulation, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui est sorti au Formnext. C'est une feature qui manquait au slicer de Markforged, qui permet donc d'estimer, suivant la sollicitation et la flexion que vous allez mettre à la pièce. Donc vous lui mettez par exemple 200 newtons en flèche avec 2 ancres fixes. Vous allez pouvoir en fait dire, bah voilà, le slicer va vous dire, pardon, sur 5 éléments, donc onyx pur, onyx fibre continue, donc carbone, le moins cher,
le plus résistant et le plus optimisé des 5 derniers. Donc elle va vous choisir en fait, vous allez mettre cette résistance-là et elle va choisir, pour vous, suivant ce que vous lui demandez, la pièce pour, obtenir justement ce taux de fibre continue, savoir si c'est du concentrique, de l'isotropique, dans quel sens, suivant vous pouvez choisir l'orientation, en newton. Peut-être pour développer un petit peu là-dessus, il ne faut pas le voir comme un taux de fibre comme on le voit dans les impressions époxy-carbone, enfin dans les pièces époxy-carbone classiques. On ne va pas avoir 60 de fibre par volume comme on va voir dans l'époxy-carbone classique. Donc le matériau Onyx, qui est celui que tout le monde va utiliser a priori quand on fait de l'impression renforcée carbone, va déjà avoir de la fibre courte dedans. Je pense qu'on doit être à quelque chose comme 25 mais je l'ai pas en tête exactement. Et ensuite, quand on imprime, on va choisir des couches qui seront des couches où on va mettre du carbone. Et donc là, en fait, l'impression enfin, le slicer va déposer le plastique et puis chauffer la fibre et la déposer dans la couche. Et donc la couche inférieure va absorber un petit peu le carbone et quand on réimprime par-dessus de nouveau en plastique, ça va absorber de nouveau dans le carbone. Mais donc globalement, la couche visée va être à quelque chose comme 80% de carbone, mais c'est X couches qui auront beaucoup de pourcentage de carbone et le reste sera en plastique. C'est Donc plus comme ça qu'il faut le voir. pour illustrer, donc là on a la fibre continue qui est déposée donc, au besoin, le temps que le focus se fasse. Ouais, Donc vous voyez la fibre qui est déposée, donc là on est sur de la fibre de Kevlar. C'est une fibre, concentrique. en concentrique, en effet. Donc là l'exemple, que nous disait, Micha tout à l'heure, donc là on a la pièce qui est sortie machine, donc avec les supports. Donc, ça me permet d'introduire la question suivante. Pour la question des supports, en effet, la matière, Onyx, donc matrice principale, sert également de support de pièce. Donc il n'y a pas un support qui est, supplémentaire, c'est un matériau, c'est l'Onyx qui sert donc de support. Voilà. Et dans cette pièce-là, donc, il y a 2 fois 5 couches de carbone, mais en fait, de l'extérieur, on ne peut pas savoir où elles sont. Elles sont vraiment dans la pièce, cachées. Pour reparler de cette pièce-là, bon, je commence à connaître un petit peu le sujet, mais pour les auditeurs, cette pièce-là, donc initialement, Micha, tu l'avais réalisée, donc tu demandais en usinage. Donc, si on veut regarder un petit peu la pièce, il faut partir d'un bloc donc alu. J'ai plus la déclinaison d'aluminium, mais peu importe. L'idée, c'est que vous vous rendez compte, en fait, la pièce est plutôt évidée, et plutôt bien travaillée. Il y a beaucoup de matière à enlever pour avoir la pièce en aluminium. Alors que là, en fabrication additive, j'ai plus le temps exactement, Micha, en termes de pièces renforcées complètes. Je crois qu'on est un petit peu moins d'un jour d'impression. Ouais, moi, je les imprime par 4, donc je suis à 4 jours et une Ouais, quinzaine voilà. d'heures, quelque chose comme ça. Mm. J'ai jamais mesuré la porosité dans la partie composite. Alors ça serait compliqué dans le sens où, moi, j'imprime souvent des couches pleines de composite, mais bah, comme on l'a vu avec les pièces précédentes, on pourrait imprimer juste un contour de pièce en concentrique. Et ensuite, ça dépendra de la fibre, comme il y a le composite Mm. carbone, le Kevlar et les fibres de verre. Peut-être que chez Markforged, ils auront mesuré la porosité. Je ne sais Alors pas moi, si tu as cette, j'ai les infos de porosité, mais c'est sur la technologie métal. En fait, on nous pose beaucoup la question sur la technologie. Là, j'ai une pièce imprimée métal sur la Metalix, qui est l'autre, une des autres machines de la marque Markforged. J'ai les taux de porosité, oui, en effet, sur le métal, mais pas sur le composite. Mais je me note de répondre à cette question-là. N'hésitez pas dans le chat, on va vous mettre un lien pour contacter nos experts. Donc, on reprendra contact avec vous pour répondre à ces sujets-là. Ah, j'ai une question sur les résolutions. Alors, on a plusieurs types d'auteurs de couches en fait possibles sur la technologie Markforged en fibre continue. Cependant, lorsque l'on souhaite déposer de la fibre continue, étant donné que la fibre est continue et non pas compressible, on est bridé entre guillemets à la hauteur de couche 125 microns. C'est-à-dire qu'on aura donc la hauteur de couche du milieu, donc 125 microns, pour de la dépôt de fibres continues de carbone. Et pour les
les 3 autres fibres, on sera sur du 100 microns. Pourquoi? Parce que, la fibre est donc, comme le disait Micha, prise en sandwich couche après couche. En fait, vu que c'est une fibre déposée en continu, le but est de non pas, de s'arrêter, de reprendre, c'est, bien évidemment de faire un cercle, pour renforcer la pièce intelligemment. Donc on est bridé à 125 microns. Elle a la possibilité en effet de faire les 5 couches que vous voyez ici. Donc on a du 50 microns, 100 microns, 125 microns et 200 microns. Donc là, on a une pièce en porte-à-faux qu'on a dessinée pour montrer un petit peu le phénomène d'escalier. Et on a la particularité aussi sur la X7 d'avoir le 250 microns. Donc là, on a un mode turbo qui permet du coup de faire une pièce full Onyx et d'imprimer très très vite. Mais l'aspect très intéressant sur l'Onyx, donc c'est un matériau qui est dédié par la marque Marforge, c'est que peu importe la hauteur de couche, en termes de résolution, en état de surface, je ne sais pas si vous allez bien voir, on a le même état en fait. Donc un matériau qui est un petit peu plus clair étant donné qu'il passe un peu moins de temps dans la buse. Mais ça, c'est profilé par Markforged. Voilà, vous voulez le mode turbo, vous appuyez sur le mode 250 turbo, vous mettez la pièce dans le slicer, vous appuyez sur le bouton et ça sort. Il n'y a pas de paramétrie supplémentaire. On a des questions sur les taux de remplissage. Alors les taux de remplissage, comme le disait Micha tout à l'heure, c'est voilà, on va pouvoir faire des tests. Il y a différents types de remplissage. Donc il y en a 4 chez Markforged, on va dire 5 avec le remplissage en plein si on le considère comme un remplissage. On a l'hexagonal, donc pour les familiers, c'est un peu le phénomène nid d'abeille. Donc on va pouvoir changer les taux. On a le rectangulaire, donc ça fait des parois carrées. Donc le focus se passe. Tac. Donc ça fait des parois en carré. On va avoir donc le gyroïde, qui permet donc de faire un renfort en paroi. Et le plus utilisé, puisque c'est le standard, et notamment ce qu'utilise Micha, c'est le renfort triangulaire. Le focus se passe, voilà. Tac. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, on a des questions. Pourquoi Alors, des gains éventuels sur la métrologie. Des gains éventuels sur la métrologie que Flizy. Est-ce que tu peux parler un petit peu des gains sans Oui, trop bah, déjà, dévoiler du temps. Alors, pour donner un exemple qui n'est pas forcément de l'impression, mais sur un moule pour une aile en carbone, Mhm. pour donner une petite idée, donc c'est un moule qui est assez conséquent. On est sur quelque chose, une pièce qui fait plusieurs mètres carrés. Mais c'est de l'ordre de plusieurs milliers d'euros de métrologie et surtout 2 semaines où on a le moule qui part en métrologie après avoir été fabriqué, qui est scanné point par point. On a le rapport qui revient et donc c'est vraiment cher et ça prend du temps où la pièce n'est pas utilisable. Et surtout, on ne sait pas si on doit refaire la pièce parce que, bah, bon, dans le cas là, c'est un moule, donc c'est 2 semaines de CNC pour le faire, mais voilà. Donc le principal gain pour nous, c'est du temps et de l'argent. Après, à terme, ça permet aussi d'avoir, comme on a dit, si on veut faire des pièces qui sont certifiées, l'impression 3D est quelque chose qui fait souvent peur aux organismes de certification parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Une pièce moulée, bah, globalement, on sait qu'on a injecté autant de plastique et on sait que l'extérieur sera bon parce que ça a la forme du moule. Et ça s'inspecte assez facilement. Encore qu'on commence à demander de plus en plus d'inspections sur les pièces, mais bref. Une pièce taillée dans le bloc, bah, si notre bloc est correct de base, et ça on peut tracer le matériau, bah, la pièce taillée dans le bloc, si les dimensions extérieures sont les bonnes, ce sera la bonne. Sur l'impression 3D, ça fait un peu plus peur. Là, l'avantage, c'est que comme on scanne au fur et à mesure, on a le rapport de chaque couche, globalement. Alors, de nouveau, on n'a pas un rapport par couche, ce serait infaisable, mais on a un rapport qui est assez complet et qui donne une vraie idée. En plus, ça permet de superposer la pièce obtenue à la pièce réelle. Il y a un jeu de couleurs dessus qui permet de voir où sont nos défauts. Et derrière, éventuellement, si on a un doute, on peut revérifier dessus. Mais donc, cette production de rapport, nous, ça nous fait de la documentation qu'on peut fournir à l'organisme de certification pour dire, ben voilà, nos pièces, elles sont toujours identiques. Et on peut également, alors moi, je fais des essais destructifs beaucoup. Donc, j'accroche des pièces entre elles avec des sangles et puis on vient tirer dessus.
Ça va bientôt être remplacé par la simulation quand on aura accès à toutes les fonctionnalités. Euh, L'idée, c'est de plus en plus de se passer de ce genre d'essai et de ne pas devoir casser une pièce pour montrer que c'est bon. Et donc, à la fois Blacksmith et à la fois la simulation permettent de tendre vers ça. Alors, on nous demande de rappeler l'outil de métrologie. Alors, l'outil de métrologie, c'est-à-dire que toutes les X7, donc comme vous voyez dans mon dos, les X7 sont toutes livrées comme vous la voyez dans mon dos. C'est-à-dire que vous avez l'option éventuellement Blacksmith, donc ce qu'a pris Misha chez Fleasy, c'est pouvoir faire du scan pendant impression. Donc, bien évidemment, un scan, il y a une calibration, donc il y a un plateau qui est fourni pour pouvoir calibrer ce fameux laser qui se trouve dans la tête d'impression. Vous voyez les deux triangles au-dessus de moi au niveau de la tête. Il y a un triangle de chaleur et un triangle de laser. Le laser donc vient au cours de l'impression scanner la pièce. Donc c'est-à-dire que pour la pièce, je reprends l'exemple du pied du drone, tout n'est pas à scanner. Il y a certaines parois qui sont à scanner et qui sont nécessaires à la conformité de la pièce. C'est-à-dire qu'il y a des tolérances qu'on va pouvoir donner à la pièce. C'est-à-dire que éventuellement, moi, je souhaite que je veux une tolérance de plus ou moins 50 microns sur cette pièce-là, sur cette surface-là, pardon, ou sur ce trou, peu importe. Je lui dis, voilà, je veux cette tolérance-là, donc elle va scanner que ce trou-là. Ou alors on veut scanner l'intégralité de la pièce, ou voilà, à chaque fois le temps d'impression, donc le temps de projet, on va dire, va grandir, pas le temps d'impression, parce que le temps de scan est quand même à prendre en compte et estimé dans le slicer, et à la suite, le rapport d'impression dira, voilà, moi sur cette surface-là, il y a un nuage de points, il y a plusieurs données qui sont mises dans le rapport, mais sur ce nuage de points-là, moi je constate que le trou sort ou est dans les tolérances en négatif ou en positif, parce qu'on pourrait avoir un trou plus petit ou un trou un petit peu plus grand. Donc ce rapport-là donne en première page donc toutes les données principales, donc X7, Blacksmith, Misha, X7 présente à cet endroit-là, à telle heure, avec bref, plusieurs données, avec cette pièce-là, donc le nom de l'ESTL, etc. Et en deuxième page, on a un nuage de points, donc on a la pièce orientée sur différentes orientations, et on a ce nuage de points, donc avec la tolérance demandée. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de l'outil de métrologie. Donc c'est une option, en effet, oui, on peut le prendre après, c'est-à-dire que vous prenez la X7 cette année-là, pour les possesseurs donc, de X7 actuellement, vous pouvez prendre l'option plus tard. Donc c'est un plateau, ça vous est livré dans une mallette, il y a un scan à faire, ça prend une petite matinée pour calibrer ce plateau-là, pour avoir la X7 en, en bonne, prêt pour scan. Oui, parce que le laser de base, en fait, il sert à calibrer la hauteur du plateau standard. En effet. Il n'est pas là juste pour ça, il est là pour d'autres choses à la base. En effet. Ok, bon, on a l'air d'avoir bien expliqué, tant mieux. On nous dit merci. Est-ce que vous avez des questions sur la machine, sur l'utilisation de la X7 par Fleasy, ou profiter des études qui ont été faites dans le monde du drone sur la légèreté, sur le composite? Alors, on a des questions sur les prix de machines, on va pas y répondre, hein, n'hésitez pas, donc dans le chat, on a mis le lien, si vous voulez un devis ou une consultation de nos équipes, on y répondra sans souci, mais ce n'est pas le but de ce webinaire. Alors, est-ce qu'on peut renforcer de la fibre continue avec les matériaux tels que le PLA et le TPU? Alors, pour le moment, non. Il va y avoir des matériaux qui vont être fibrables dans le futur. Je ne peux pas me prononcer encore aujourd'hui, mais sachez que ça évolue et que les machines, donc la X7 que vous voyez dans mon dos, c'est des machines qui sont présentes depuis maintenant 2018 et qui n'ont pas changé d'architecture et qui évoluent avec le temps. Donc le matériau, notamment le FRA, donc Flame Retardant Certification Aéro, est arrivé un petit peu plus tard que la X7, bien évidemment, pour répondre à la norme aéro. Donc il y avait du temps à profiler et encore une fois à certifier donc, ce fameux matériau. Donc les machines évoluent avec le temps. Donc voilà. Pour la norme UL 94 V0.
Oui, et le TPU, on l'a eu le mois passé, il me semble. Donc, Oui, il y a 2-3 mois, ouais. En effet. Donc il est disponible en 2 couleurs, en blanc et en noir. Et les PLA, donc on a plein de couleurs. Donc là, j'en ai un peu ici. Voilà, on a plusieurs, donc ça prototypage, c'est parfait. Et puis les 3 autres couleurs, petit clin d'œil à notre équipe nationale. oui, typiquement, nous, le PLA, c'est pour les moules pour les pièces en fibre de verre, en fait, comme le PLA permet de travailler avec de l'époxy par-dessus, avec une simple application d'un release. Et surtout pour le prototypage, hein, comme tu as dit tout à l'heure, c'est 4,5 fois moins cher que l'Onyx. Quand le but, c'est juste de vérifier une tolérance dimensionnelle, l'impression en PLA, c'est rapide. Et le changement se fait encore assez facilement dans la marque Forge. Il suffit de purger un coup et c'est géré. On n'a pas parlé en effet de l'écosystème et de comment Markforged fonctionne. Markforged, c'est un triptyque, c'est sur toutes les machines, que ce soit sur l'Onyx One, la machine entrée de gamme, jusqu'à la FX20, la dernière née qui est sortie à Formnext l'année passée. C'est un triptyque matériaux, machine, slicer. Donc c'est-à-dire que les matériaux comme l'Onyx, vous le trouverez que chez Markforged. Donc c'est un matériau qui est dédié à cette machine-là et qui est très bien mis en œuvre par le slicer Eger, qui est bien évidemment encore une fois dédié aux machines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une Onyx One ou si vous avez une Mark II ou une X7, vous pouvez d'ores et déjà slicer sur une Metalix pour imprimer du cuivre, dont le taux de porosité, je peux vous le confirmer, de 99% parce que je l'ai. Mais on peut slicer sur toutes les machines, simuler, c'est un slicer qui est gratuit, que vous pouvez d'ores et déjà, même si vous ne possédez pas de Markforged, l'utiliser pour vous donner une idée des pièces. Il vous suffit simplement de créer un compte et voilà. Ça vous permet donc de slicer, de voir vous rendre compte les tailles de plateau entre les desktop units, les industrial units comme j'ai dans mon dos, les Metalix, donc qui est déclinable en 2 fours, donc four de Sinter 1 et four de Sinter 2 pour 2 tailles différentes. Et la FX20 qui possède un plateau bien plus grand que la X7 et qui a la particularité d'avoir un matériau supplémentaire qui est l'Ultem 9085 et qui est en plus fibrable, donc qui permet de faire de la fibre continue sur de l'Ultem carbone renforcé, Ultem renforcé carbone, pardon. Alors on nous demande comment sont faites les fibres continues. Alors alors il y a 2 tailles, donc il y a du 50 cc et du 100 cc. Donc là on a du 50 cc, donc là c'est de la fibre de verre. Donc on voit la fibre continue de verre ici. Donc là si vous le voyez ici, tac, si vous le voyez bien, tac. Donc c'est vraiment déposé au besoin hein, dans la pièce et là on a la fibre de Kevlar. Alors, tac. Donc on a différents contenants. Oui, globalement, la fibre est déposée chaude dans le matériau et puis coupée. Il y a une petite paire de ciseaux à la buse pour Alors permettre de la déposer. on a une question sur les certifications EASA d'une société dont je tairai le nom. N'hésitez pas à revenir vers nous, on a des données à vous donner sans souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, on a la matière du plateau, pourquoi c'est un plateau froid et au niveau de l'adhérence. Alors, en effet, l'adhérence, donc c'est un plateau froid, donc il n'y a pas de besoin de monter en température, mais on a c'est un adhérent, c'est une colle en fait qu'on vient déposer sur le plateau directement au besoin sur le plateau. Donc, ça va me permettre de vous expliquer un petit peu comment se passe le process de lancement. Donc, c'est de l'ordre de entre 4 et 5 minutes de lancement d'impression, que ce soit sur n'importe quelle impression. Puisque sur le fond du plateau, elle va faire simplement une purge de filaments sur tout le long, sur tout le fond du plateau, qui ne mange pas donc le volume d'impression, qui va permettre de se garantir que le nylon n'a pas absorbé l'humidité. Parce que la particularité, le problème du nylon avant impression, faut quand même le dire, c'est l'humidité.
s'il est trop humide, il va y avoir des petites dégradations d'impression qu'on va pouvoir voir sur les plateaux Blacksmith. J'ai fait le test. On a des petites filasses qui sortent de la pièce et qui faussent le rapport d'impression. Donc du coup, on a donc en dessous de la machine de la X7, il y a une dry box qui est dédiée donc à la machine. Donc c'est-à-dire que quand on reçoit le filament, il y a des sachets de dessicant qu'on vient mettre dans la bobine. Et après, on lance l'utilitaire de chargement. Le chargement donc, vient se mettre en haut de la tête. Et lors de l'impression, elle vient faire une petite purge tout le long du plateau. Et en deçà, elle vient faire un petit scan d'impression. Donc ça, c'est dédié aux Industrial Series. Elle vient faire 4 purges pour vérifier le flux, 3 purges, pardon. Elle vient vérifier le flux d'impression. C'est-à-dire qu'elle vient faire une première extrusion et une ligne pour vérifier avec le laser que la largeur de ligne est respectée. Si ça ne respecte pas, et bien évidemment, elle ne lancera pas l'impression. Donc ça, c'est une autre fonction qui est dédiée sur les X7 hors Blacksmith. C'est d'office sur toutes les X7, que ce soit une X3 ou une X7, il y a cette analyse de purge et cette analyse de flux avant impression. Valable aussi sur le PLA et le TPU, en effet. Oui, alors peut-être aussi dire que le plateau est très légèrement texturé. Il y a une espèce de très léger quadrillage dessus, qui fait que sur la face qui est côté plateau, si on le sait, on peut voir ce texturage. Il faut le savoir. C'est éventuellement à prendre en compte pour les gens qui veulent faire des surfaces extrêmement lisses. Il ne faut pas la mettre sur le plateau, contrairement à d'autres imprimantes. Par contre, j'ai jamais eu de souci d'adhérence, en tout cas avec de l'Onyx. Avec le PLA, parfois, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai des pièces souvent très fines, vu que je fais des ailes de drone en impression 3D. Mais j'ai jamais eu de souci d'adhérence, malgré que ce soit un plateau froid. Alors Ça là, n'a jamais posé de problème. j'ai pas oublié la question de la matière. La matière, c'est un matériau composite. Donc, c'est une sorte de G20. C'est un matériau composite, donc assemblé en couches. Et donc, on n'a pas cette adhérence lisse, malgré que, voilà, je vais peut-être pouvoir le montrer un petit peu. Alors, j'ai une petite pièce qui est ici. Hop, je vais défaire celle-là. Donc, on en voit quelques résidus de colle qui s'enlèvent après. Mais voilà, on a voilà l'adhérence plateau. Et ça part à l'eau aussi. Voilà. Parce que pour répondre à la question donc, sur la certification EASA de FLISI, je ne peux pas donner les détails parce que ça fait partie de notre entreprise. Globalement, si vous respectez les normes ISO 9001, en fonction de ce que vous faites comme pièce, si vous faites de la pièce de cockpit, du bouton, de la pièce vraiment de panneaux, de console, etc., il n'y aura aucun souci pour les faire avec la X7, avec le matériau flame retardant aéro. Si vous faites de la pièce structurelle, ce sera un peu plus compliqué à justifier, mais ce n'est pas quelque chose d'impossible. Mais c'est un processus que vous devrez faire. L'EASA est compliqué. Sur du drone, en tout cas, on arrive à faire des choses structurelles, justifiées sur du drone qui vole en catégorie spécifique. On n'est pas encore en catégorie certifiée avec le drone, mais pour de la catégorie spécifique, on a réussi à trouver des terrains d'entente avec la DSAC et l'EASA, mais c'est du cas par cas pour l'instant. Il n'y a pas de normes qui permettent l'impression 3D, en tout cas à ma connaissance, de manière systématique sur toutes les pièces. Donc là, on peut voir sur ma maquette le 50 microns. Le temps que le focus se fasse. Je crois qu'il faut que tu recules un tout petit peu parce que la caméra n'a pas envie. Je sais pas si vous voyez. Donc on voit les escaliers en haut, en fait. C'est une surface qui est quand même plutôt bien profilée. Donc les 2 parois que je tiens dans ma main ont été imprimées en 2 fois et à plat, donc sur le plateau. Donc là, on voit même la finesse de l'aile. Donc même au décrochement, il n'y a pas eu de dégâts. Voilà. Parfait, merci si on a répondu à la question pour les hasards. Oui, Donc et de toute façon, il y a toujours moyen de nous contacter après, comme tu l'as dit. Ouais, bien On évidemment. on peut répondre peut-être plus, mais il y a des choses qu'on n'a pas trop le droit de communiquer. Donc, voilà. En effet.
Alors merci, d'avoir assisté à ce webinaire. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais, donc le clôturer. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, dans le chat, on a mis le lien encore une fois de connexion pour, répondre et échanger avec nos experts, donc, sur l'entité Néofab, l'entité industrielle, mais bien évidemment sur nos autres entités, l'entité de formation Avatrode Academy, nos entités de bureaux, et de consommables, sur l'entité Makershop et nos entités de distribution. Vous aurez le replay, bien évidemment, disponible, si vous n'avez pas eu, l'intégralité du webinaire. Vous pourrez donc, le revoir, hein, ou même si vous l'avez vu, vous pourrez le revoir si vous voulez. Merci Micha de ta présence, de tes informations communiquées, parce que pour nous, c'est important de mettre nos clients en lumière, parce que parler des machines, toute la journée, c'est bien, mais voir des cas concrets, comme ça, donc, mettre la lumière pour la légèreté du composite et tout ça. Merci Micha encore une fois, de ta Merci pour présence. l'invitation. Voilà, donc je vais clôturer ce webinaire. Je vous souhaite à tous une bonne journée, de bonnes fêtes de fin d'année et puis, à bientôt j'espère, sur les sujets des Markforged. Merci à tous, au revoir.